Bonjour à tous. Alors, je suis bien contente d'être ici aujourd'hui pour vous présenter les résultats d'un projet de recherche qu'on a fait, Sonia et moi, en fait, à partir d'analyses secondaires de données sur une base de données d'enfants réunifiés. Donc, je vous en parlerai un peu plus tard, mais c'est vraiment une base de données qui est super riche parce qu'on voit vraiment le parcours là, des enfants, de ces enfants-là qui sont réunifiés. Donc, je suis très heureuse de venir vous en parler aujourd'hui. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce qu'est la réunification familiale, mais comme on en a parlé un petit peu là, juste avant, donc quand un enfant est placé et qu'on voit que le parent a fait suffisamment de progrès, que le milieu familial est suffisamment stabilisé pour revoir l'enfant à la maison, on va planifier et tenter une réunification familiale. Donc, la réunification, c'est vraiment un processus qui va débuter dès que l'enfant va être placé et va se terminer quand les services de la protection de la jeunesse vont fermer le dossier ou s'il y a un replacement. Et malheureusement, le replacement va survenir d'environ 61% des cas. Et la réunification, ça amène beaucoup de changements dans la vie de l'enfant. Donc, parfois, ça peut être des changements qui sont positifs, parfois, ça peut être des changements qui sont négatifs. Mais c'est vraiment une période qui est très charnière, qui est très bouleversante. Comme je l'ai dit, des fois, ça peut être positif ou négatif, dépendamment de l'enfant. Mais de tout le moins, c'est une période qui est assez bouleversante pour l'enfant. Et compte tenu de son historique de maltraitance, compte tenu de l'historique des interactions avec ses parents, l'historique en lien avec les dynamiques relationnelles qui peuvent parfois être complexes, comme on l'a vu précédemment, l'enfant peut parfois être ambivalent face à son retour dans le milieu familial. Donc, d'un côté, l'enfant peut être très content de revenir à la maison, peut avoir hâte d'avoir une vie normale avec les parents, mais d'un autre côté, l'enfant peut avoir quand même certaines appréhensions face à son retour, par exemple, en lien avec des problématiques qui étaient présentes avant le placement, qui pourraient possiblement ressurgir, des appréhensions aussi face à ce que l'enfant doit laisser derrière. Donc, surtout s'il a commencé à développer, par exemple, des liens d'attachement sécurisants avec un donneur de soins dans un milieu de placement. Donc, aussi des appréhensions face au milieu qui peut être différent maintenant, donc un déménagement, un nouveau conjoint, une nouvelle fratrie. Donc, c'est vraiment, vraiment beaucoup de chamboulement pour l'enfant et on en sait très peu sur l'adaptation de cet enfant-là, tout au long de la réunification. Et on sait que les enfants qui présentent des difficultés de fonctionnement, donc on parle de santé mentale, de problèmes de comportement, de retard de développement, sont assez largement représentés dans les services de la protection de la jeunesse. Et ces défis-là que vont présenter les enfants, bien, ça va être associé au moment du retour à des défis, parfois dans la relation avec le parent, donc en termes de réajustement, mais c'est aussi associé à un risque accru de replacement. Donc, c'est vraiment important de comprendre l'évolution de ces difficultés de fonctionnement-là avant, pendant et après la réunification, surtout pour adapter les interventions qu'on va offrir à ces enfants-là. Est-ce que les interventions qu'on offre sont vraiment en adéquation avec leurs besoins? Donc, c'est une question qui est très peu étudiée, mais pourtant qui semble fondamentale justement pour ce qu'on va offrir non seulement aux familles, mais à l'enfant. Et ce qui ressort de la littérature là, concernant les difficultés de l'enfant, bien, premièrement, comme je le disais, il n'y a pas beaucoup d'études qui se sont vraiment attardées à cette évolution-là des difficultés de l'enfant. Il y a beaucoup d'études qui se sont attardées au fonctionnement de l'enfant en lien avec le risque de replacement. Ou sinon, on a regardé le fonctionnement de l'enfant à des moments ponctuels, surtout après la réunification, en fonction encore là du risque de replacement. Mais parmi les études là, qui se rapprochent de cette question-là, ce qu'on voit, en fait, c'est que le stress qui est lié à la réunification peut déclencher certaines difficultés chez l'enfant qui va poser un risque pour le replacement. Aussi, dans plusieurs études, quand les enfants reviennent à la maison, sont souvent à risque d'être exposés à l'adversité familiale et c'est ça, en fait, qui peut augmenter soit les problèmes de comportement ou d'autres difficultés et encore là, mener à un risque de replacement. Et aussi, un autre constat là, qui ressort, là, si je résume ça très rapidement, là, de la littérature à ce sujet-là, c'est que le fait de retourner à la maison, dans plusieurs études, ça ne venait pas nécessairement diminuer les difficultés de l'enfant. Au contraire, dans certains cas, le retour semblait là, exacerber les difficultés qui étaient déjà présentes ou du moins venir faire un peu obstacle à ce qui avait été acquis durant la réunification. Ça fait un portrait un peu sombre, mais c'est quand même des constats qui ressortent. Dans le peu d'études qui ont regardé cette question-là, c'est quand même des constats qui ressortent de la littérature.
Et quand on parle des difficultés de l'enfant, ben en fait, on parle que c'est un ajustement pour l'enfant, c'est un ajustement, c'est une période qui est, c'est vrai, je ne peux pas me déplacer. C'est une période qui est assez bouleversante là, pour l'enfant, mais c'est aussi une grande période d'ajustement pour le parent, parce que le parent aussi doit vraiment réapprendre la parentalité, si je peux dire, avec cet enfant-là, parce qu'il a été séparé pour X nombre de temps, mais l'enfant peut être aussi à un stade de développement complètement différent quand il revient à la maison. Donc oui, il y a beaucoup d'ajustements pour l'enfant, mais c'est aussi une grande période d'adaptation pour le parent qui réapprend à vivre à temps plein avec cet enfant-là, même s'il y a eu des contacts avant la réunification pour préparer. Ça reste que c'est une grande période de changement pour le parent aussi. Et dans certains cas, ce qu'on voit dans la littérature, c'est que le parent aussi, le retour de l'enfant, ça peut avoir un impact sur la santé mentale du parent, sur les difficultés du parent, et ça va aussi se manifester à travers les comportements du parent, donc les comportements de sensibilité, des comportements parentaux qui sont peut-être moins optimaux. Et aussi, souvent, les parents, ben, les gains qu'ils vont avoir faits, pas dans tous les cas, mais parfois, c'est fragile. Donc, l'équilibre qui a été trouvé est assez fragile. Alors, tout ça mis ensemble, ça peut être suffisant pour déséquilibrer, en fait, les gains que le parent a faits. Et on sait aussi dans la littérature que certains facteurs comme la santé mentale du parent, l'abus de substances, il y a aussi la violence conjugale, là, qui sont, entre autres, qui sont associées là, à un risque élevé de replacement. Mais encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'études qui se sont... Il y a plusieurs études quand même qui se sont attardées aux difficultés de fonctionnement du parent sur le risque de replacement, mais un peu moins sur l'impact de ces difficultés-là sur l'enfant dans le processus de réunification. Il y a aussi certaines caractéristiques qui sont liées à l'historique de placement, qui sont liées au placement de l'enfant, qui sont associées soit au fonctionnement de l'enfant dans la littérature ou au replacement. Je n'entrerai peut-être pas dans les détails de chacun là, pour faute de temps, mais on sait par exemple que toute la question de la durée du placement, ben, est-ce qu'un placement court, ça signifie un retour hâtif dans le milieu? Est-ce qu'un placement long, ça peut signifier que le parent a des difficultés qui sont peut-être plus ancrées, qui sont plus importantes? Les tentatives de réunification, ben, ça met toute la lumière sur l'impact émotionnel des séparations multiples avec le donneur de soins qui peut évidemment avoir un impact sur l'adaptation de l'enfant. Les motifs de placement, donc toute la question de ce à quoi l'enfant a été exposé ou ce que l'enfant a vécu là, en termes de maltraitance, qui a un impact sur l'enfant. Et finalement, les contacts par enfant, soit la fréquence des contacts, la qualité des contacts, qui sont pour plusieurs enfants une source d'apaisement de voir le parent durant ces contacts-là, mais pour d'autres, ça peut être une source de stress importante. Donc, c'est tous des facteurs qui sont associés soit au fonctionnement de l'enfant ou au risque de replacement. Mais à ce jour, donc, il n'y a pas d'étude qui a vraiment examiné, comme je le disais, l'évolution des difficultés de l'enfant à travers ce processus-là, donc des mois du placement au mois suivant la réunification. Et pourtant, c'est super important, à mon avis, pour justement offrir des services qui sont adaptés, un soutien qui est adapté là, vraiment aux besoins de l'enfant et de la famille. Et aussi dans la littérature, puis, en fait, c'est souvent soulevé l'importance d'adopter une perspective plus développementale dans cette question-là, parce qu'un jeune enfant, par exemple, de 4-5 ans, ne va pas réagir de la même façon à la réunification, ne va pas la comprendre de la même façon qu'un enfant de 14 ans. Au même titre que les difficultés de fonctionnement ne vont pas se manifester de la même façon à 5 ans qu'à 13 ans, évidemment. Donc, pour moi, c'est très important là, dans le projet qu'on a fait d'avoir un peu cette lunette-là développementale aussi. Donc, plus concrètement, dans notre projet, on a voulu vraiment examiner l'évolution des difficultés de l'enfant tout au long du processus de réunification en fonction, là, comme je le disais, de la période développementale de l'enfant. Donc, on a un groupe d'enfants de 0 à 9 ans qui, dans le fond, la période préscolaire, scolaire, et après ça, les enfants de 10 ans et plus, donc préadolescents, adolescents. Et plus spécifiquement, en fait, on examine si le fonctionnement du parent et la réunification en soi, qu'on a conceptualisé comme une variable de temps, donc le fait d'être réunifié, va influencer le fonctionnement de l'enfant tout au long de la réunification. Et on a décidé de contrôler pour les caractéristiques de placement pour deux raisons. En fait, premièrement, parce que dans la littérature, c'est beaucoup lié, comme je le disais, soit au fonctionnement de l'enfant ou à la réunification, au replacement, mais aussi parce que ce qui m'intéressait, c'était vraiment de voir la contribution unique du fonctionnement du parent et de la réunification là, en soi. Donc, les participants, en fait, c'est 146 enfants et leur donneur de soins principal qu'on a observé. Donc, les enfants sont âgés en moyenne de 8 ans. Ça va de 0 à 14 ans. De mémoire, il y a environ 76 enfants qui sont dans
si je prends les groupes que je vous parlais juste avant, là, il y a environ 76 enfants qui sont âgés de 0 à 9 ans et 70 de 10 ans et plus, donc c'est assez égal. Donc, la plupart des enfants de l'échantillon sont placés, juste avant la réunification, étaient placés en famille d'accueil ou en famille d'accueil de proximité. Et en fait, là, très rapidement, donc vous pouvez lire, là, la plupart des familles, bien pas la plupart, mais presque la moitié des familles là, étaient monoparentales et la plupart là, étaient employés ou sinon le revenu là, venait d'une source variée. Donc, les données qu'on a utilisées dans ce projet-là sont toutes issues des dossiers cliniques des familles. Donc, il y a des assistants de recherche qui ont procédé au dépouillement des dossiers à partir de piges à l'aide d'une grille d'extraction qui était préétablie. Donc, les assistants de recherche sont allés chercher l'information si, par exemple, l'intervenant avait noté une problématique XY là, dans le dossier de l'enfant aux différents temps de mesure. Et là, l'assistant de recherche, selon une grille préétablie, allait noter là, la présence ou l'absence de difficultés ou les informations concernant les contacts. Donc, les données, il y a 3 temps de mesure. Donc, pendant le placement, donc avant la réunification ciblée, au moment de la réunification, qui est un très, très court intervalle, et après la réunification jusqu'à la fin de l'observation ou le replacement, le cas échéant. Et la durée de la période d'observation varie en moyenne là, de 2 à 3 ans là, pour les enfants. Et on a l'information sur le fonctionnement du parent et de l'enfant à ces 3 temps de mesure-là. Et les contacts par enfant, je vais y revenir dans 2 petites minutes, ont été mesurés 3 mois, 2 mois et 1 mois, là, juste avant la réunification. Donc, concernant les variables qu'on a utilisées, donc en fait, le fonctionnement de l'enfant, c'est vraiment conceptualisé en termes de présence-absence. Ça peut être une limite d'une certaine façon, mais en même temps, la richesse d'une telle base de données là, fait un peu, c'est toujours là, la question là, de la mesure, mais bon. Donc, on a cette mesure-là en termes de présence ou d'absence. Donc, pour les enfants âgés de 0 à 9 ans, on a les problèmes de comportement et les retards de développement. Et pour les enfants de 10 ans et plus, donc, on a les problèmes de comportement autodestructeur, les problèmes de santé mentale et la consommation abusive d'alcool et de drogue. Le fonctionnement du parent, encore une fois, en termes de présence-absence, on a les problèmes de santé mentale, la violence conjugale et la consommation aussi abusive de drogue et d'alcool. Donc ici, c'est juste, pas pour lire, là, puis peut-être que c'est très, très petit de toute façon, mais c'est juste pour vous dire comment, en fait, c'était quoi les directives que les assistants de recherche avaient là, au moment du dépouillement. Donc, comment les problèmes et les problématiques de fonctionnement étaient conceptualisés. Donc, les problèmes de comportement, c'est vraiment tout ce qui faisait référence là, à ce qui est extériorisé, donc problématiques extériorisées. Et tout ce qui était anxiété, dépression, ça rentrait dans les problèmes de santé mentale. Et les comportements autodestructeurs, c'est une catégorie qui ont conceptualisé étant à part, là, donc tentative de suicide, pensée suicidaire, automutilation. Donc, je voulais juste là, clarifier ça pour plus tard dans les résultats. Et finalement, donc, on a les caractéristiques et l'historique du placement, donc qu'on utilisait, comme je disais, comme covariable. Donc, ce qu'on a utilisé, c'est la durée des placements précédant la réunification ciblée en termes de jours. On a le nombre de tentatives de réunification. De mémoire, il y avait environ là, 15 des enfants qui avaient eu 2 tentatives ou plus de réunification avant la réunification, excluant cette réunification-là, la réunification du projet de recherche. Et les motifs de placement, ceux que Sonia avait nommés là, juste avant, là, des différents motifs là, de protection. Environ 70-75 des enfants là, avaient 2 motifs ou plus là, dans leur dossier. Et finalement, la variable de contact, donc, c'est la fréquence des contacts dans les 3 mois précédant la réunification. Et ces contacts-là peuvent avoir différentes modalités. Donc, ce qui était noté, c'était soit les contacts supervisés en personne ou non, les contacts à distance et les nuits au domicile du parent. Et pour les besoins du projet, là, vu que c'était vraiment, on l'utilise comme covariable, on a créé un score cumulatif de contacts qui regroupe vraiment toute la fréquence des contacts les 3 mois avant la réunification, selon les différentes modalités, là, vu que ce n'était pas une variable là, qui était une variable cible pour nous. Donc, pour les analyses, donc on a, puisqu'on voulait en fait identifier les prédicteurs de changement dans le fonctionnement de l'enfant dans le courant de la réunification, on est allé avec des équations d'estimation généralisées. Ça nous permettait vraiment de capturer, là, pas de capturer, mais de capter l'aspect longitudinal des données qui sont corrélées, évidemment, entre les temps de mesure. Et aussi, puisqu'il y avait beaucoup de variables dichotomiques dans nos variables à l'étude. Et pour chaque indicateur de fonctionnement, là, les variables étaient rentrées comme suit là, dans le modèle, donc le fonctionnement du parent, le temps et les covariables.
Donc, je ne sais pas si on voit. OK. Donc, concernant les résultats, en fait, pour les enfants âgés de 0 à 9 ans, donc si on regarde nos variables principales de fonctionnement du parent et du temps, les enfants avaient davantage de problèmes de comportement au temps 2 qu'au temps 3. Donc, les jeunes enfants présentaient plus de problèmes, encore là, comme je l'ai dit, c'est extériorisé, au moment de la réunification et s'attendaient à descendre après. Et tout au long de la réunification, les enfants étaient plus sujets à présenter des retards de développement quand les parents présentent un problème de santé mentale. Et il y a aussi certaines covariables qui étaient significatives. Donc, les problèmes de comportement et les retards de développement sont plus importants quand les enfants ont été placés moins longtemps, donc dans le contexte d'un placement court. Et les enfants étaient plus sujets à présenter un retard de développement quand ils ont subi de la violence psychologique avant le placement. Et pour les enfants plus vieux, donc concernant le fonctionnement du parent, là, donc nos variables principales, ici, c'est à l'inverse des enfants plus jeunes. Donc, les problèmes de comportement sont plus importants au temps 3 qu'au temps 2. Donc, les enfants, on voit vraiment une augmentation des difficultés extériorisées après la réunification. Et les jeunes sont plus sujets à présenter des comportements autodestructeurs quand le parent n'a pas de problème de santé mentale. Donc, c'est un peu contre-intuitif. Là, on pourrait revenir après quand on va pouvoir en parler davantage. Et les jeunes étaient plus sujets à présenter des problèmes de comportement et avoir des problèmes de consommation là, quand le parent présente des problèmes de santé mentale. Et ça, encore une fois, c'est vraiment tout au long de la réunification. Et rapidement, là, il y a des covariables, encore une fois, qui étaient significatives. Donc, les jeunes avaient plus tendance à présenter des problèmes de comportement quand ils ont vécu de l'abus physique avant le placement. Et les jeunes présentaient davantage de problèmes de comportement autodestructeur quand ils ont moins de contact avec le parent durant le placement. Et les jeunes sont plus sujets à présenter des problèmes de comportement quand les problèmes de comportement, évidemment, étaient un motif de placement. Donc, ça fait beaucoup de résultats qui sont, personnellement, je trouve très intéressants, mais qui soulèvent aussi des questions comme à peu près dans n'importe quel projet de recherche. Donc, là, avec le temps, j'ai essayé de ramener les résultats principaux et pour ceux qui veulent plus une discussion approfondie sur chacun, il faudra lire l'article quand il sera publié. Mais, donc, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est qu'en général, les difficultés de l'enfant sont assez stables durant le placement, au moment de la réunification et après. Et le fait d'être réunifié, ça corrobore un peu là, ce qu'on voit dans la littérature, ça ne va pas nécessairement améliorer les difficultés de fonctionnement de l'enfant. Donc, la réunification, ce n'est pas une baguette magique. Ce n'est pas parce que l'enfant retourne dans la maison que tous les problèmes s'en vont et que c'est vraiment, que ça va super bien. Mais par contre, concernant les problèmes de comportement, donc les manifestations plus extériorisées, le fait d'être réunifié, comme on l'a vu, semble avoir un impact là-dessus. Donc, pour les enfants plus jeunes, eux présentent plus de problèmes de comportement au moment de la réunification et s'attendent à descendre après. Donc, on peut peut-être penser que ces enfants-là sont peut-être plus immatures, comprennent peut-être moins bien la réunification, pourquoi ils sont réunifiés, qu'est-ce qui se passe, surtout à la lumière, s'ils ont déjà développé, par exemple, un lien d'attachement sécurisant avec leur donneur de soins, comme je le disais. Donc là, ils se font enlever de ce milieu-là, retrouver les parents. Et ça soulève aussi toute la question, selon moi, de la préparation à la réunification. Donc, comment on a expliqué à ces jeunes enfants-là la réunification? Comment on les a préparés? Est-ce qu'on les a pris, on les a mis, on les a ramenés chez leurs parents? Donc, il est possible que ces enfants-là réagissent au moment de la réunification, puis après ça se stabilise. Maintenant, c'est l'inverse pour les enfants plus vieux. Donc, les enfants plus vieux, les problèmes de comportement donc, étaient assez stables au moment de la réunification et s'attendaient à augmenter. Donc, ça suit un peu ce qu'on voit dans la littérature, c'est-à-dire que des fois, il y a comme une période un peu lune de miel, donc l'enfant revient, donc c'est beau, l'enfant est content de retrouver une vie un peu normale, mais après ça, quand la routine s'installe, quand le quotidien rembarque, autant du côté du parent que de l'enfant, les stresseurs quotidiens, tout ça, ça peut faire en sorte de venir défaire cet équilibre-là. Et j'ouvre juste une petite parenthèse là, dans le projet qu'on fait, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup qualitativement là, quand les parents ont des enfants plus vieux. Donc, souvent, ils disent l'enfant revient à la maison, dans les premières semaines, on rattrape le temps perdu, on cuisine, on fait des activités ensemble. Mais là, au fur et à mesure que le quotidien revient, l'enfant va être plus à l'aise. Cette période de redécouverte-là est plus terminée. Fait que là, les problématiques reviennent, le parent est stressé, revient parfois dans certains comportements qu'il y avait avant. Et là, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va y avoir un replacement, sauf que ça reste que pour l'adaptation de l'enfant,
c'est pas optimal. Puis après, ça peut avoir même si l'enfant, ultimement, n'est pas replacé, ça peut avoir des répercussions, évidemment, dans le milieu scolaire, donc ailleurs là, dans la vie de l'enfant. Et une variable qui est super importante, c'est la présence des problèmes de santé mentale chez le parent, qui est associée à la fois au retard de développement, aux problèmes de comportement, aux problèmes de consommation du gène, tout au long de la réunification. Donc, ça va aussi un peu en lien avec la littérature, au sens où le parent qui présente des difficultés de santé mentale est possiblement moins disponible psychologiquement pour l'enfant, pour le stimuler, pour répondre à ses besoins. Et en fait, le parent est surtout préoccupé par ses propres états d'esprit. Donc, va être moins peut-être les interactions vont être moins optimales avec l'enfant. Et les parents qui ont des difficultés liées à la santé mentale, bien, on sait qu'ils vont avoir souvent des pratiques parentales qui sont peut-être plus négatives, moins optimales, donc qui sont plus caractérisées par l'hostilité, l'impuissance, l'indifférence et qui sont directement liées là, dans la littérature à l'adaptation de l'enfant. Maintenant, il y a comme une relation inverse pour les comportements autodestructeurs. Donc, les enfants avaient plus de comportements autodestructeurs quand les parents avaient peu ou pas de problèmes de santé mentale. C'est un résultat qui semble un peu contre-intuitif. Et bien honnêtement, là, les données qu'on a dans cet échantillon-là ne permettent pas tout à fait de répondre là, à cette question-là. Mais il y a peut-être une variable qui est commune aux parents qui présentent moins de problèmes de santé mentale, mais qui reflète quand même un contexte d'adversité familiale important. Si je pense à toute la question de la relation parent-enfant, la qualité de la relation qu'on n'a pas du tout mesurée dans ce projet-là parce qu'on n'avait pas accès à cette information-là, mais qui, selon moi, ben pas juste moi, mais moi et la littérature, c'est un dénominateur commun, en fait, autant à la réunification familiale, parce que la relation est au cœur de la réunification, mais autant au fonctionnement du parent, au fonctionnement de l'enfant. Donc, si on avait pu mesurer ça, j'ai l'impression que ça aurait quand même ça expliquerait aussi certains résultats. Donc, aussi, là, je sens que le temps avance, donc 2 minutes. Je vais sauter là-dessus. C'est des résultats aussi quand même intéressants, ces covariables-là qui sont liés au fonctionnement de l'enfant tout au long de la réunification, qui méritent qu'on s'y attarde, notamment là, dans le contexte d'intervention auprès de l'enfant. Donc, pour conclure, ça soulève vraiment l'importance d'adresser la santé mentale du parent et aussi de fournir du soutien, non seulement pendant le placement puis au moment de la réunification, mais après la réunification pour assurer une transition en douceur et aussi s'assurer que les changements qui ont été faits là, dans la famille, chez le parent, sont consolidés. Donc, ça rejoint un peu le point précédent sur toute l'importance d'avoir un accompagnement après la réunification. Et j'ouvre encore une parenthèse là, avec l'autre projet qu'on fait. Autant les parents que les intervenants, c'est presque systématique. Les intervenants soulèvent l'importance de cet accompagnement-là après, donc d'avoir un éducateur de réinsertion, de transition, je ne suis pas certaine de la terminologie m'échappe, mais qui suit les familles après, là, plusieurs semaines, voire mois après, dans le quotidien, les routines, et là, dans les conflits, la gestion des conflits au quotidien. Et les parents, c'est vraiment un élément qui sort dans toutes les entrevues, l'importance de cet accompagnement-là après, mais c'est vraiment tributaire des ressources disponibles et ce n'est pas toutes les familles qui ont accès à ça. Mais selon moi, justement, quand les gains qui ont été faits c'est fragile, ça prend un accompagnement pour que ces gains-là soient consolidés. Ça ne fait pas de sens de laisser la famille comme ça, surtout quand les parents ont différentes problématiques, notamment liées à la santé mentale. Ça ne fait pas de sens de laisser la famille aller comme ça en pensant que tout va bien aller. Il y en a dans certains cas que oui, ça se passe bien, mais dans beaucoup de cas, c'est pas nécessairement le cas. Et donc, évidemment, aussi, là, dans ce projet-là, on a pu avoir une base de données très riche, donc on a pu avoir accès à beaucoup d'informations, mais évidemment, on n'a pas accès à tout. Donc, il y a d'autres variables, c'est certain, qui expliquent les résultats qu'on a obtenus. Donc, dans d'autres recherches, ça va être très intéressant là, de venir clarifier là, les précurseurs et les conséquences qui sont associées au fonctionnement de l'enfant dans le processus de réunification. Voilà, merci.